Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors comme vous le voyez, je suis habillé un petit peu plus chaudement parce que voilà, les saisons les plus fraîches arrivent à grands pas. Et du coup par conséquent, on va parler d'autres sujets un petit peu par rapport à l'automne et à l'hiver. Vous allez voir, ça va être intéressant. C'est marrant parce que je suis venu dans ce bois il y a quelques jours et il n'y avait pas cet arbre. Donc à mon avis, il vient de tomber à cause du vent. J'aurais pu être là quand il est tombé. Mais bon, soit, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Bon, là nous sommes encore en automne, enfin nous sommes rentrés en automne déjà depuis un petit moment, mais nous allons encore rester en automne pendant quelques semaines. L'automne, c'est une saison très intéressante au jardin puisque c'est la saison où les choses vont tout doucement s'arrêter. Mais c'est surtout la saison où on va récolter énormément de choses, puisqu'on aura toutes les plantes du potager qu'on n'a pas encore récoltées jusqu'à maintenant vont être récoltées à cette saison-ci. Alors c'est plutôt vers septembre-octobre, là on est encore en octobre donc ça va. Mais après ça va tout doucement diminuer bien sûr. Vous connaissez sûrement cette expression qui est donc de dire que par exemple c'est la fin des haricots. En fait la fin des haricots c'est la période justement où on récolte les derniers haricots, et cette période là quand on a récolté les derniers haricots souvent il n'y a plus grand chose dans le jardin et on va arrêter les récoltes. Alors cette règle a des exceptions puisqu'on a toute une série de choses qui vont pouvoir encore être récoltées même tout le long de l'hiver, c'est le cas par exemple des poros. Les poros ne gèlent pas et peuvent rester en place dans le jardin tout l'hiver, vous pouvez les prendre selon vos besoins. Alors il y a aussi d'autres choses qui vont résister relativement bien à la saison s'il n'y a pas trop de gelée. Par exemple les topinambours et certains tubercules de ce type. Ils sont enfouis très profond en terre et du coup ils résistent relativement aux gelées. Alors moi l'année dernière j'ai aussi conservé des carottes en terre, donc en pleine terre. Bien sûr il n'y a pas eu beaucoup de gelée l'année dernière, donc ça fonctionnait très bien. S'il y a des fortes gelées, les carottes vont avoir un petit peu plus de soucis, mais on verra tout à l'heure comment on peut conserver les carottes autrement. Puisque aujourd'hui en fait on va parler de la conservation. C'est un sujet qui m'avait été conseillé par un abonné au tout début de la saison, enfin de la série de cette série de vidéos, de vlogs. Et donc je vais en parler aujourd'hui. Alors j'aurais voulu aussi faire une vidéo un petit peu plus détaillée peut-être, mais on verra ça plus tard, peut-être sur des sujets plus particuliers liés à la conservation, etc. Mais on va quand même en parler en vlog parce qu'il y a des choses intéressantes à savoir. Alors je m'interromps 2 minutes pour vous montrer ce petit champignon qui est très étrange et qui a une texture assez dérangeante. Je pense en fait que c'est un comestible, mais il ne me donne pas envie du tout. Alors si vous reconnaissez ce champignon, dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Moi je ne tenterai pas de le cueillir parce que je ne le connais pas. Il ne faut jamais cueillir les champignons que vous ne connaissez pas. Mais je pense il me semble que j'avais vu que c'était un comestible. Enfin, à voir. Du coup ça nous permet d'enchaîner sur le sujet suivant, enfin sur une information intéressante aussi sur l'automne, c'est que c'est la saison où on va pouvoir récolter les champignons en fait dans les bois et dans les champs, parce que c'est la saison où les champignons commencent à apparaître un peu partout jusque fin novembre, et on va pouvoir en récolter plein de comestibles. Je l'ai déjà fait pour ma part dans mon jardin. J'ai récolté les lépiotes élevées qui poussent tous les ans en fait, j'en ai déjà mangé plusieurs fois donc il n'y a aucun problème. Et alors j'ai ramené aussi un tronc pour faire une culture de pleurote, un tronc qui était infesté du coup de mycélium de pleurote. On va voir si ça fonctionne. Cette année il n'y en a plus qui poussent pour l'instant, mais peut-être l'année prochaine elles vont revenir parce qu'elles peuvent normalement porter 3-4 ans. Alors trêve de bavardage, on va maintenant parler de la conservation. Donc on va parler des différentes méthodes de conservation connues. Alors peut-être que je vais en oublier, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en connaissez d'autres à la fin de la vidéo. Mais moi je vais parler des méthodes que je connais et aussi surtout de celles que j'ai déjà expérimentées. Alors déjà la première méthode dont on va parler, c'est la méthode de conservation sans aucun traitement. Donc la conservation telle quelle des aliments. Alors ça c'est pas possible pour tous les aliments évidemment, Il n'y a que certains types d'aliments qui vont pouvoir être conservés tels quels. C'est notamment le cas des pommes de terre par exemple, qui peuvent être conservées en cave ou ce genre de choses tel quel. C'est le cas du miel, le miel ne périme pas, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors le miel va cristalliser, il va avoir l'aspect plus de sucre cristallisé, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas comestible. D'ailleurs moi j'aime bien le miel quand il est cristallisé, quand il est périmé en fait. Donc voilà, le miel c'est un truc qui va se conserver des milliers d'années même, c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, la conservation telle quelle c'est quelque chose qui fonctionne avec certains aliments. Alors vous avez aussi parmi les courges, par exemple les butternut est une courge qui se conserve vraiment très très bien
tel quel en fait, hein. Donc il pourrait être conservé même dans votre maison, hein. Le mieux c'est de le mettre en cave, mais il pourra aussi être conservé dans votre maison tel quel et il tiendra toute la saison. Donc ça c'est super. C'est le cas aussi des noix et de certains fruits secs de ce type. Alors attention, les châtaignes ne font pas partie de cette catégorie. Les châtaignes se conservent assez mal telles quelles en tout cas, donc il faut pas tenter parce qu'elles vont avoir tendance à être piquées de verre et à pourrir. Alors les noix bien sûr ça a ses limites aussi parce que les noix, les huiles présentes dans les noix vont rancir à un moment donné ou à un autre. Et donc ça il faudra faire attention. Les noix je vous conseille de les conserver uniquement l'hiver. Et à la limite, si vous voulez en manger tout au long de l'année jusqu'à la prochaine saison, la saison des noix, en fait, des nouvelles noix qui vont arriver, vous pouvez le faire, mais je vous conseille pas de garder les noix plusieurs années parce qu'au bout d'un moment, elles vont attraper un goût un peu amer et rancir, et ce sera plus trop bon déjà à manger, mais ce sera plus trop bon non plus pour votre santé. Alors voilà, je vous avais parlé des carottes tout à l'heure. Alors dans les aliments qui se conservent tels quels, les carottes vont aussi en faire partie. Puisqu'il y a une méthode de conservation qui consiste à garder les carottes dans du sable pour pouvoir les garder tout l'hiver et les conserver fraîches tout l'hiver. Cette méthode fonctionne assez bien. On peut aussi le faire dans de la terre, simplement de la terre du jardin ou du terreau. Ou alors même carrément dans de la cendre. Ma mamie elle avait fait ça dans de la cendre une fois et ça avait l'air de fonctionner. Donc vous voyez que les carottes peuvent aussi se conserver telles quelles si on s'en donne les moyens. Alors les pommes peuvent aussi se conserver telles quelles, elles vont un petit peu sécher bien sûr, mais elles pourront encore être mangées, mais ça c'est de préférence, pour pouvoir faire ça il faut avoir une cave. Alors de préférence pour conserver les aliments tels quels, il vaut mieux avoir une cave et un grenier. Donc le grenier c'est pour les choses, si je ne m'abuse, les plus sèches, les choses qui n'auront pas besoin de fraîcheur, qui seront plutôt au frais, qui seront plutôt au sec. Et les caves, c'est plutôt un certain niveau d'humidité avec une relative fraîcheur, en tout cas dans la pièce. Alors moi, j'ai ni cave ni grenier, donc je peux pas vraiment vous en parler en détail, mais ce sont des choses intéressantes à avoir chez soi quand on vit en autonomie, ce que j'essaierai de faire plus tard, pour pouvoir conserver pas mal d'aliments. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se conservent en cave, hein. Ça peut même servir de frigo dans une certaine mesure, puisque c'est assez frais, donc c'est assez chouette. Alors dans la conservation telle quelle, on va avoir la possibilité de conserver aussi les aliments séchés. Donc ça, il y a quand même un petit traitement à faire, mais les aliments pourront ensuite être conservés assez longtemps et pendant toute la saison de l'hiver. Ils pourront être conservés séchés. Donc c'est le cas par exemple aussi des pommes. En fait, hein, les pommes on peut les sécher, on peut faire des tranches et sécher les tranches pour faire des sortes de petits chips de pommes comme ça. Alors c'est possible de faire ça aussi avec les tomates, hein. Vous connaissez certainement les tomates séchées. Bien sûr ça a ses limites de conservation, mais ça pourrait être conservé en tout cas beaucoup plus longtemps que l'aliment en lui-même. La tomate par exemple, c'est un aliment qui se conserve vraiment très mal frais, hein. Je veux dire, ça va pourrir très rapidement, ça va devenir un peu dégoûtant, voilà. Alors à sécher aussi intéressant, c'est tout ce qui est graines, donc les graines à germer ou les graines même à manger telles quelles, comme les haricots rouges, ce genre de choses, sont des choses qui se conservent vraiment très très bien, séchées bien sûr, mais elles vont sécher naturellement, donc c'est une conservation qui est on les conserve telles quelles et on peut les conserver vraiment plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, c'est assez fascinant. C'est le cas aussi des grains de blé, hein. Si on les met dans un bon environnement, on peut les conserver très longtemps. C'est mieux de conserver les grains de blé que de conserver la farine qui pourra, elle, être piquée de vers aussi, hein. Elle pourra attraper des vers de farine, ce qui est moins le cas dans les grains. Alors les grains, parfois on les stocke aussi dans les silos, mais les silos ont un peu la même fonction que les greniers, hein. C'est juste que c'est à plus grande échelle. Enfin, si je fais une erreur, n'hésitez pas à me le dire, parce que je vous avoue que j'ai ni silo ni grenier, donc je m'y connais pas à 100% dans ce domaine-là. Donc si vous avez ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à expliquer votre avis par rapport à ces méthodes. Alors une autre méthode de conservation qui va être intéressante, c'est la conservation dans le vinaigre. Alors cette méthode de conservation, je ne l'ai pas beaucoup utilisée à vrai dire, mais je l'ai quand même déjà testée pour les cornichons notamment. Alors on peut le faire avec d'autres choses, hein. Je pense qu'on peut le faire avec les châtaignes, je pense qu'on peut le faire avec des asperges, ce genre de choses, mais j'ai jamais essayé parce que je vous avoue que je suis pas trop fan du goût du vinaigre. Mais c'est une méthode qui fonctionne, et pour les cornichons je l'ai déjà essayé, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous renvoie vers cette vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir un petit peu comment je fais pour conserver mes cornichons dans le vinaigre. Alors pareil, la conservation n'est pas indéfinie, hein, mais elle peut tenir
même plus d'une année si on les met en frigo et qu'on les ouvre. S'ils sont pas ouverts, ils peuvent tenir vraiment plus d'une année dans le frigo, donc il n'y a vraiment aucun problème. Alors la quatrième méthode dont je vais vous parler maintenant, c'est une méthode que j'ai pas vraiment expérimentée pour la conservation d'aliments, mais j'ai fait de la pasteurisation de jus de pomme par exemple, et c'est un peu la même méthode. Donc on peut pasteuriser le jus de pomme en le faisant bouillir au bain-marie pour le conserver plus longtemps, pour éviter que des bactéries se développent et qu'il y ait une fermentation dans la bouteille. Ça peut se faire avec le jus de pomme et avec pas mal d'autres boissons à base de fruits. Mais cette méthode peut aussi être utilisée, donc la méthode de la pasteurisation, pour pasteuriser des bocaux et donc faire des conserves en bocaux. Donc par exemple, on peut faire des conserves d'aliments cuits comme les haricots, les pois, même les petites carottes, les petits pois carottes, ce genre de choses. On peut faire des conserves cuits en bocaux, et ça pourrait être conservé vraiment très longtemps aussi en cave. C'est une super méthode. Alors généralement, tous les aliments qui se conservent en bocaux peuvent aussi être conservés non cuits et donc frais au congélateur. Mais le congélateur, c'est un peu un système qui est particulier quand on essaye d'être autonome, parce que voilà, ça consomme une grande quantité d'énergie. Alors si vous avez la chance d'avoir une production électrique autonome qui est efficace, et d'avoir du coup un congélateur, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser, parce que c'est vraiment intéressant, il me semble, pour conserver les aliments, en tout cas assez frais. Mais encore une fois, c'est une méthode qui est plus compliquée et sur laquelle on va pas trop s'attarder pour l'autonomie, parce que voilà, c'est un peu complexe. Mais en général, tous les aliments que vous pouvez conserver en congélateur, hormis peut-être le pain, c'est des aliments qui pourront aussi se cuire et se mettre en bocaux sans trop de soucis. Alors la cinquième et dernière méthode dont je vais parler aujourd'hui pour la conservation, c'est la méthode qui consiste en fait à transformer les aliments, donc faire une préparation avec les aliments pour la conserver. Alors certaines préparations, pareil, généralement c'est conservé en bocaux ou au congélateur. Et en bocaux, ce sera préférable. Alors par exemple, des exemples de préparation que vous pouvez faire, c'est par exemple la sauce tomate. La sauce tomate, c'est une préparation qui se conserve relativement bien en bocaux pendant assez longtemps, pendant tout l'hiver au moins, pour vous manger par exemple des pâtes à la sauce tomate. D'ailleurs les pâtes, j'en ai pas parlé au début, mais les pâtes c'est des aliments secs aussi qui peuvent se conserver, comme les haricots, etc. C'est des aliments transformés aussi évidemment, hein, mais ça peut se conserver sans aucun problème tel quel. Et donc la sauce tomate, c'est un chouette compromis pour la conservation des tomates, parce qu'en général à la fin de la saison vous avez beaucoup de tomates, beaucoup trop de tomates, et vous savez pas trop quoi en faire. Vous êtes obligé de toutes les manger sur l'espace d'une semaine, une semaine et demie, parce qu'après elles pourrissent. Donc la meilleure méthode, c'est de faire des sauces avec, ou même des soupes. Et la soupe, c'est aussi un exemple de conservation, de préparation en fait qu'on peut conserver. Donc il peut faire des soupes avec toutes sortes de choses, et toutes les soupes peuvent se conserver sans problème en bocaux et au congélateur. Donc ça, c'est une méthode assez chouette. Alors vous vous rendrez compte que après avoir appliqué toutes ces méthodes, vous avez quand même bien assez de nourriture, vous parvenez en fait à avoir bien assez de nourriture pour vous nourrir tout l'hiver. Donc en fait la saison hivernale n'est pas la pire saison, contrairement à ce qu'on peut croire, puisque tous les fonds de jardin, tous les aliments qu'on pourra avoir vont pouvoir être conservés d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, ils seront pas exactement les mêmes que si on les consomme frais, et c'est d'ailleurs ça qui m'amène à dire une chose par rapport à l'hiver et par rapport à l'automne. C'est que, enfin par rapport en fait à toute l'année et par rapport à l'autonomie de manière générale, c'est que normalement quand vous êtes en autonomie, vous devez apprendre à manger par rapport aux saisons, hein. Voilà, par exemple ici en automne, on peut manger pas mal de champignons dans les bois, on peut manger les choses qui poussent encore dans le jardin, qu'on peut encore récolter à cette saison-ci dans le jardin, mais on peut plus manger par exemple les fraises ou ce genre de choses. Ça n'a pas vraiment de sens de manger des fraises en automne ou en hiver. Et donc vous devez adapter votre alimentation en fonction de la saison si vous souhaitez être autonome. Et d'ailleurs c'est relativement une bonne chose, puisque vous allez diversifier les aliments tout au long de l'année et avoir moins de risques Enfin, si vous mangez un seul aliment... Oh putain, il y a une magnifique amanite phalloïde là. Ouh, je sais pas si vous la verrez. Juste ici, juste là. Voilà. Alors certains aliments, voilà, si vous mangez trop d'un seul aliment, par exemple trop de graisse ou même si vous mangez trop de fraises, hein, il y a des gens qui sont allergiques aux fraises.
Alors l'allergie aux fraises c'est encore une chose bien plus particulière, mais il y a énormément de gens qui ne sont pas allergiques aux fraises et qui pensent qu'ils sont allergiques aux fraises parce que juste ils consomment trop de fraises et qui finissent par attraper des boutons partout sur le visage. Alors que bon, c'est juste un excès d'aliments en fait, il faut jamais entrer dans l'excès quand on consomme quelque chose. Et cette histoire de suivre les saisons, etc., ça permettra de diversifier beaucoup plus votre alimentation, de vous forcer un peu à manger toutes sortes de choses et d'empêcher ce genre de problème d'excès. Voilà, alors j'ai un peu survolé donc les méthodes de conservation, etc. Mais c'est des sujets desquels j'avais vraiment envie de parler par rapport à l'hiver qui arrive, puisque c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser. Si vous ne faites pas ça, en hiver, vous pouvez mourir tout simplement. Je veux dire, c'est pas négligeable. Si vous essayez d'être autonome, bon, dans notre société, on peut encore acheter des choses en magasin en général, hein, mais je veux dire, ça c'est pas de l'autonomie que de passer 3 mois de l'année à acheter des choses dans les magasins. Donc le mieux c'est d'essayer, si vous voulez être 100% autonome, de faire vos propres conservations, de garder vos propres aliments, les aliments de votre jardin, etc. Et de continuer, même en hiver, quand votre jardin ne porte plus, à être autonome. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire sur les méthodes de conservation, parce que peut-être que certaines méthodes... peut-être que je n'ai pas cité certaines méthodes dans cette vidéo que vous connaissez et que moi je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à donner votre avis si vous connaissez d'autres méthodes de conservation et si vous avez envie d'en parler. Je pourrais peut-être refaire une vidéo et ça me permettra moi aussi de découvrir des choses et de tester des choses que je pourrais vous partager en vidéo. Voilà, j'espère donc que ça vous aura plu. Alors elle est un petit peu plus longue que les autres parce que voilà, c'est un sujet quand même très vaste. On pourrait d'ailleurs en parler plus en détail dans de futures vidéos, j'aimerais bien. Du coup je vous laisse ici, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous appréciez ce que je fais sur cette chaîne. Et voilà, moi je vous dis à plus tard dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Salut!